alaikum, Tahaftorkom. Bonsoir à tout le monde. Hier, donc le mercredi 5 mars 2025, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie Paula, a présenté un rapport sur l'Algérie, sur l'état des libertés, de la liberté d'expression, des droits de l'homme en Algérie. Un rapport qualifié par beaucoup d'observateurs d'alarmant et d'accablant aussi en même temps. Nous allons ici avec nos invités donc de revenir à ce rapport, à ces réunions, à cette session, 58e session du Conseil des droits de l'homme. Ce rapport qui fait suite d'ailleurs à la visite de cette experte justement des Nations Unies en Algérie, visite qui a été tenue entre le 25 novembre et le 5 décembre 2023. Au cours de cette visite, Madame Lawler a tenu des réunions approfondies avec beaucoup de militants en Algérie, beaucoup de journalistes aussi, de syndicalistes. Donc, elle était revenue avec un rapport. Nous allons revenir donc avec nos invités à ce rapport et à ce que dit le régime aussi, parce que de son côté, Al-Khabar a publié un article aujourd'hui avec un titre énorme, hein. L'Algérie adopte des modifications à l'article 87 bis du code pénal. Et tout le monde sait ce que veut dire l'article 87 bis en Algérie. La plupart des militants, d'activistes, des journalistes qui se retrouvent aujourd'hui en prison sont justement poursuivis par cet article. Donc nous allons revenir avec nos invités. Est-ce que c'est vrai? Cet article 87 bis a été révisé en Algérie ou pas? Avec nous pour en parler, Dr Hassan Hirash, docteur en sciences universitaires, militant politique aussi, analyste politique. Hassan Hirash, bonsoir, Sahaf Fouré. Bonsoir, c'est Hossein. À tous les téléspectateurs, pratiquants ou non pratiquants, je leur souhaite un bon repas. Sahay Mensinsen. Merci Hassan Hirsch. Avec nous aussi depuis Genève d'ailleurs, Zakaria Hennesh, militant, activiste et défenseur des droits de l'homme. Monsieur Zakaria Hennesh, bonsoir. Bonsoir à tous, Sahaf Torkom, et merci pour le Marabia pour cette invitation. Merci à Zakaria. Zakaria, on va peut-être commencer par vous, parce que vous êtes sur place à Genève. Vous avez assisté à cette session, à ces réunions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Zakaria? Bon, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, la première chose que je peux commencer, c'est qu'on doit saluer la rapporteuse spéciale parce que c'est vrai, même nous, on a dit à la rapporteuse qu'elle a été trop gentille avec les Algériens, avec ce rapport-là, mais sincèrement, qu'en voyant le rapport, c'est un miroir exactement ce qui se passe en Algérie, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Et d'autre part, on sait que vous avez vu tout le monde la réponse de l'Algérie, que c'était pas d'une surprise. On attend chaque jour, chaque fois, ils répondent de la même manière. Et moi, je dis que oh là là, les Algériens méritant un prix Nobel de mensonges, quoi. Mais pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on rappelle justement, Zakaria, on rappelle juste que l'ambassadeur de l'Algérie, justement, ou le représentant de l'Algérie à Genève, a dit que tout va bien en Algérie. Les droits de l'homme sont respectés, les libertés sont là, les journalistes sont libres, aucun problème. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il a parlé disant que aucun journaliste qui a été arrêté à cause de son travail journalistique. On connaît, par exemple, par réflexion, je peux te dire la Bakarache et Abdel Houam pour des articles du journaux. Et ils ont parlé pour le 87 bis, disant il n'y avait pas une définition claire mondiale sur le terrorisme. C'est les mêmes réponses, toujours les mêmes manières, et disant que l'Algérie respecte les droits de l'homme, l'Algérie comme ça. En plus, ils ont parlé sur les lois d'association, disant qu'on est en train d'étudier, de modifier la loi. Voilà, c'est toujours les réponses vagues. Mais pour moi, pour continuer ce que je voulais dire, c'est que le rapport de Marie Lawler elle-même, pour nous comme défenseurs des droits de l'homme, c'est très important, surtout que pour les plaidoyer aux instances internationales. Ça montre exactement que l'Algérien, qu'il y avait des détenus d'opinion, contrairement, parce que il faut dire qu'Abdelmajid Tebboune il a dit à un moment que et voilà
l'Ummah Muttahida, disant qu'il y avait de répression, disant qu'il y avait des détenus d'opinion, disant que le 87 bis utilisé contre les militants. Voilà, c'est ça le plus important. On sait que peut-être l'Algérie se maintient, mais en plan des défenseurs, en plan de plaidoyer, pour moi, c'est très, très, très important. Justement, Zakaria, sur le plan des plaidoyers justement à Genève, est-ce qu'il y a des interventions de votre part, de militants, d'activistes, d'ex-détenus, d'acteurs politiques algériens ou pas? Normalement, j'interviens. Le moment où j'interviens aujourd'hui, mais parce qu'il y a tellement, il y a beaucoup de pays qui ont été inscrits. Et j'étais juste avant-dernier, après le président a décidé de clôturer les intervenants. La déclaration elle-même de 96 comptes, c'est pas le plus important, mais le plus important, c'est que les plaidoyers qu'on est en train de faire, on a rencontré Malilo l'an passant, on a un site event demain, elle sera en direct sur la page de Romed. Voilà, et ça sera en direct. On va discuter en tant que société civile directement avec la rapporteure spéciale. Ce sera le sujet directement l'Algérie. On a rencontré d'autres rapporteurs, d'autres mécanismes internationaux pour nous, pour dire que l'importance de rapport de Maliola disent clairement que oui, il y a des détenus d'opinion, il y a des répressions. Et comme j'ai dit, c'est une miroir exactement qu'est-ce qui se passe en Algérie. Mais après, Zakaria, à Alger, ils peuvent nous dire oui, et après. Alors, il y a l'or qui parle, il y a Genève, il y a les droits de l'homme, et après. Non, mais écoute, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle essaie de se montrer que c'est un pays qui respecte les droits de l'homme, un pays qui défend les causes nobles, un pays qui défend les pays opprimés. Mais ok, on soutient ça, on veut ça, mais avant de soutenir à l'extérieur, il faut donner, il faut respecter les droits de l'homme en Algérie elle-même. Il faut qu'l'Algérie respecte ses engagements, respecte ces conventions qui ont été signées. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui disent oh, vous allez à Genève ou à l'ONU, c'est l'ingérence. Au contraire, on n'est pas là contre notre pays. On est là pour imposer et pour faire pression au gouvernement de respecter ses engagements, de respecter ses engagements, de respecter les droits de l'homme. Merci Zakaria Hnesh, Yatik Saha, merci d'avoir accepté cette invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Hassan, vas-y, merci. Je remercie le Maghreb bien pour que vous faites et bonne soirée, Saha Soirkom à tous. Merci. Hassan Herj, nous allons écouter cette experte justement de l'ONU, Madame Marie Lawlor, et je reviens. على الرغم من أن تقدما واسعا قد حقق لزيادة مشاركة المجتمع المدني منذ الحراك ودستور عام 2020، هناك شواغل جدية حول قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج مسارات المجتمع المدني. المدافعون الذين التقيتهم الذين يعملون على الفساد والاختفاء القسري وتعزيز حقوق الأقليات وحماية البيئة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كانوا من بين أولئك الذين حدثوني عن الخوف الذي يعملون في خضمه. بعضهم ألغى اللقاءات في اللحظات الأخيرة خوفا من الأعمال الانتقامية، وإن استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي لاتهامهم بالإرهاب، وهذا التعريف فضفاض ويتيح للسلطات الأمنية إمكانية اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. أعاود مناشدتي للحكومة الجزائرية لتعديل هذه المادة والتأكد بأن تعريف الإرهاب والجرائم المرتبطة بذلك محددة بدقة وهي غير تمييزية ولا تقوم على المفعول الرجعي وتتماشى مع المعايير الدولية. وآمل أن أواصل الانخراط مع الحكومة حول التوصيات التي وردت في تقريري والعمل مع الدولة للتأكد من أن زيارتي لم تكن مجرد عملية صورية. Hassan Herj, je sais que vous avez tout compris. il fallait inviter un arabisant, c'est Hussein. Non, mais je vais quand même faire une petite introduction à Hassan Herj. Alors, la rapporteuse, justement, a mis en lumière les graves défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de l'homme en Algérie
Il documente justement la répression croissante visant les militants, les journalistes, les syndicalistes et l'ensemble de la société civile. Cela, comme elle a dit, inclut les arrestations arbitraires, la criminalisation systématique des activités de défense des droits de l'homme et des restrictions accrues à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Le rapport exprime également une profonde inquiétude quant à l'utilisation abusive des lois antiterroristes, comme bien sûr l'article 87 bis. Écoutez, malheureusement, je commence par cet adverbe malheureux. Dans notre pays, la violation des droits de l'homme, ce n'est pas nouveau du tout, hein. C'est inhérent au système algérien qui a été mis en place depuis l'indépendance du territoire algérien, depuis la décolonisation. Donc c'est une culture malheureusement constante des pouvoirs successifs et nous avons assisté à une répression plus ou moins importante, plus ou moins sanglante, plus ou moins mortifère depuis des décennies. Malheureusement, ça ne s'arrête pas encore. Alors, il est évident que tous les militants, toutes générations confondues, ont dû se battre pour que les droits humains soient à minima respectés dans notre pays et pour permettre à la société de s'exprimer. Et quand il y a une liberté d'expression, évidemment, il y a une participation active du citoyen au développement et à la défense du pays. Mais malheureusement, encore une fois, ces violations constantes, permanentes des droits de l'homme, encore une fois, avec une intensité différente selon les périodes, eh bien, malheureusement, ça conduit le pays à une espèce de paralysie. Donc, il y a eu un relâchement, mais très court, en 89 jusqu'à fin 91. Et puis, comme les spectateurs le savent, notamment les moins jeunes, savent ce qui s'est passé dans la décennie noire. Et ça conduit à ce genre de chaos quand un système mis en place est un système autoritaire et que dans les équipes dirigeantes successives, il n'y a pas de réformateurs sérieux. Il y a eu des réformettes de temps en temps, mais à chaque fois, il y a émergence d'un dirigeant, soit à la présidence ou pas forcément, soit à la justice, soit dans les services, dans la police, etc., qui remet les choses à leur place. Et dernièrement, c'était le général Gaïd Salah qui a mis en selle encore le système répressif et qui a été, je crois, un des instigateurs du fameux article 87 bis qui a conduit à l'arrestation de militants très souvent innocents à des condamnations très très lourdes, parfois qui vont de 5 ans, 10 ans, 20 ans jusqu'à la condamnation à mort, je crois. Il y a un certain nombre d'Algériens qui ont été condamnés à mort et dont les avocats disent que le dossier est complètement vide. Donc, il va de soi que la répression des libertés individuelles, des libertés collectives, dans des systèmes comme le nôtre, limite non seulement les libertés d'entreprendre, les libertés d'innover, de créer, de participer à l'édification nationale, au développement national, etc., mais en plus bloque toute réforme, bloque toute ouverture. Et nous avons assisté, comme l'a dit mon prédécesseur, votre invité, l'Algérie est caractérisée par une chose totalement contradictoire, à la limite de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle a toujours défendu les droits de l'homme, les droits des peuples à l'extérieur, depuis l'Afrique du Sud, le Mozambique,
la Palestine, le Sahara occidental, les violations contre Cuba, contre un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et je peux multiplier les exemples énormes, la Syrie, ainsi de suite. Donc, à juste titre, l'Algérie a défendu un certain nombre de peuples et malheureusement a toujours réprimé le sien à l'intérieur du pays. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de notre système politique. Parce que notre invité justement venait de dire, mais c'est quoi la nouveauté, Hassan Hersh, par rapport à ce rapport de l'ONU justement quand l'ONU dénonce, parle, réclame ou justement dénonce ses agissements, est-ce que cela pourrait changer quelque chose dans la situation? Est-ce que Alger va répondre à ça positivement ou alors il va faire comme d'habitude l'entêtement et continuer la fuite vers l'avant? Non, vous savez, ce n'est pas la première fois. Moi, personnellement, j'étais militant, je suis militant de droits de l'homme depuis que je suis arrivé en France. Et évidemment, je l'étais aussi en Algérie. D'ailleurs, ça m'a valu une ISTN. J'étais un des premiers Algériens à être frappé d'ISTN en 1986 parce que je soutenais la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et nous avions créé ici une association de soutien à cette ligue. Et donc, j'ai été aussi plusieurs fois empêché de faire des conférences, ainsi de suite. Donc, je connais un petit bout. J'avais des amis, de très nombreux amis qui ont été condamnés de lourdes peines, qui sont passés à 2 reprises devant la Cour de sûreté de l'État de Médéa. Donc, ce n'est pas nouveau du tout. Et il y a eu donc des condamnations de l'ONU, de l'Union européenne, des organismes divers qui militent, des ONG, qui militent pour la défense des droits de l'homme au niveau international, etc., qui ont condamné les pratiques algériennes sur ce registre. Mais rien ne peut venir ni des ONG, ni de l'ONU, ni des organismes, etc. Ça ne peut venir que de la volonté politique des dirigeants algériens. Et ma foi, nous constatons que malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Personnellement, je ne désespère pas, évidemment, sinon j'aurais baissé les bras depuis très longtemps. Je sais qu'à l'intérieur des systèmes, il y en a aussi qui pensent à la réforme, aux réformes en général du système, et particulièrement la réforme des droits, du droit pénal, du droit administratif, du droit qui broie les intérêts des Algériens. Et donc, malheureusement, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ça qui... Alors, la réaction, pour répondre à votre question, la réaction peut être de 3 ordres. Ça peut être effectivement un petit assouplissement pour dire, vous voyez, on a entendu les directives de l'ONU, que nous honorons la signature de l'Algérie sur ce registre. Donc, ils peuvent lâcher du lest sur un pan ou un autre des droits civiques et des droits de l'homme. Ils peuvent rester sourds, donc c'est la deuxième possibilité. Ils peuvent aussi, troisième possibilité, malheureusement, ils peuvent se braquer et montrer, sans être vulgaire, mais tout en faisant un peu de psychanalyse, un caca nerveux qui pourrait conduire justement au contraire à une attitude encore plus répressive. Merci Hassan Haj. Restez avec nous. Nous allons écouter l'ambassadeur de l'Algérie et je reviens à Majid Haj. Journalistes, la loi organique numéro 23/14 relative à l'information assure leur protection contre toute forme de violence ou d'injure dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Il convient d'indiquer que le gouvernement n'a enregistré aucun cas de répression ou de sanction visant des journalistes, blogueurs, médias ou individus en raison du contenu de leur publication, qu'elle soit écrite, audiovisuelle ou numérique.
Les rares cas de poursuite ou d'accusation cités dans le rapport relèvent exclusivement du droit commun. Ces affaires ne sont en aucun cas liées à la liberté d'expression ou à l'exercice de la profession journalistique. Et voilà, et qui est de mieux pour nous parler de ce code 87 bis et des poursuites qu'un avocat avec nous, Majid Hachour, l'avocat défenseur des droits de l'homme. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Hirat, Sahaf Torcom, Sahaf Tor, tous les Algériens, ceux qui le suivent le Ramadan et ceux qui le suivent pas comme d'habitude, et Sahar Mbankom. Merci pour l'invitation. Majid. Alors, vous avez écouté M. Beladhan, qu'est-ce qu'il a dit? Que voilà, tout va bien, il n'y a pas d'arrestation par rapport aux opinions, par rapport aux publications, tout ça c'est faux. Ah oui, c'est toujours le déni. Ils sont toujours dans le déni, comme ils l'ont toujours été. Et ils ont un arsenal juridique des meilleurs, qui défend les droits, qui défend les libertés. Et puis les autres, ceux qui sont emprisonnés, l'ont été dans le cadre du droit commun. Finalement, ceux qui ont été emprisonnés, plus de 300, plus de 15 000 interpellations ou bien des mises sous contrôle judiciaire, tout cela, je m'excuse, c'est des simples voyous qui ont enfreint la loi. À qui raconte-t-on tout ça? Quand il dit que, en ce qui concerne l'article 87 bis, disons que la définition du terrorisme est vaste et non maîtrisable, et que eux, ils s'en tiennent à la définition du Conseil de sécurité. Ok. Allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui. Donc, quand ils disent que voilà, mais maintenant, en ce qui concerne l'article 87 bis, que la définition du terrorisme est tellement vaste et peu maîtrisable qu'ils s'en tiennent aux déclarations, à la définition du Conseil de sécurité. Certes, jusqu'à l'article 87, jusqu'à l'article 11 bis, ok, il n'y a pas de problème. Il est souligné que tout acte tendant par son caractère violent à déstabiliser les institutions par le fait d'armes ou d'empoisonnement des rivières oui, d'accord, mais le problème c'est par rapport à l'article 12 bis ou 13 bis qui dit que tout changement en dehors de la Constitution est un acte terroriste. À qui raconte-t-on cela? Dans quel pays il y a un article pareil, à part l'Algérie? Il était finalement, d'abord que l'article est tellement vaste, un soulèvement en dehors de la Constitution. Est-ce qu'il y a un soulèvement, si on demande le changement, ça veut dire que c'est la Constitution, l'esprit de la Constitution est dans le changement. L'introduction de la Constitution, il est souligné le rôle du Hirak. Il est souligné que le peuple algérien est libre, étant toujours à l'être. Une demande de liberté est un acte de terroriste ou de terrorisme, est un acte terroriste ou relève du terrorisme. Constituer des partis politiques, critiquer et tirer des constats, relève-t-il du terrorisme? Oui, pour eux, bien sûr, c'est du terrorisme. Ils nous prennent, même quand on critique, on l'a dit, on le redit toujours, que la critique aujourd'hui est criminalisée. La critique, c'est un acte criminel. Participer aux affaires publiques, aux affaires de la cité est devenu un acte terroriste. L'article 96 par rapport à l'atteinte à l'unité de l'État, par rapport à l'intégrité du territoire, l'Algérie est indépendante depuis 1962.
Cet Mais article-là. la délégation algérienne, justement, hier à Genève, a présenté même des réformes relatives justement aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme dans le monde. Oui, certes, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Juste un mot sur l'article 96. Je dis que c'est une loi, c'est un article de loi qui est relevé de l'ère du colonialisme contre la France combattait les Moudjahidines. C'est pour ça qu'ils avaient mis cet article. En 62, normalement, il devait être enlevé, supprimé carrément. Mais non. Bon, maintenant, ils disent qu'il y a des réformes, ou ils proposent des réformes. Ils disent qu'il y a eu des réformes. OK. Quelles réformes il y a eu? On avait consacré une émission au sujet dont le thème était la réforme du code pénal, si vous vous souvenez bien aussi. Ils ont non seulement ils n'ont rien supprimé, mais ils ont modifié en hausse et les peines et les actes. Des actes qui relevaient de la prison relèvent maintenant de la peine de mort. Quelles réformes ont-ils apportées? Le premier rapporteur qui était venu et qui enquêtait sur les manifestations publiques a émis des propositions. Et depuis, combien de gens ont été emprisonnés par rapport aux manifestations? Regardez ce qui s'est passé. La dernière en date, le dernier exemple en date, c'est ce qu'on a fait au Knapest et au leader du Knapest. Il est sous contrôle judiciaire. De quelle réforme il parle? Bien sûr, eux, dans leur déni, c'est parce que le problème qui s'est posé, parce que bon, il y a eu des efforts tendant à ramener des rapporteurs. OK. Il y a eu des efforts tendant à... D'ailleurs, elle a parlé de ça, Majid. D'ailleurs, la rapporteuse a parlé de ça dans son rapport. Elle a souligné que la couverture médiatique de sa visite illustrait clairement les contradictions dans les récits sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Ces réunions avec les responsables gouvernementaux ont bénéficié d'une large couverture par les médias d'État qui ont mis en avant les efforts des autorités algériennes pour améliorer la situation des droits humains, tout en passant sous silence les préoccupations majeures qu'elle a soulevées. En revanche, les médias indépendants ont mis l'accent sur les violations documentées et les difficultés rencontrées par les défenseurs des droits de l'homme dans le pays. Mais rappelez-vous sa fameuse conférence de presse. Quand il dit que c'est toute la presse qui avait couvert ses sorties et sa conférence de presse. À sa conférence de presse, je me répète, bien sûr, c'est pour mieux préciser, c'est qu'il y avait presque personne à cette conférence de presse. Les deux rapporteurs qui étaient là n'ont vu aucun média étatique. Aucun média étatique à l'exclusion de la télévision qui censurait. Personne de ces médias lourds n'était présent. Donc pourquoi c'est moi? Moi, je me demande pourquoi que c'est mensonge. Bon, moi, je dis, c'est que à leur place, ils sont dans leur rôle. Le déni est une défense. Le déni est une défense. Et ils ont d'abord, ils ont tout nié. Ils ont présenté les lois selon qu'il y a un arsenal juridique qui défend les libertés et les droits. Mais ce déni et ces mensonges ne peuvent pas résister devant la documentation de ces activistes. Ça, c'est d'un. De deux, quand il dit que ils sont là, finalement, eux ils ont accompli leur rôle et que tout va bien. Et rien qu'il y a 2 jours, Malik Riahi a été emprisonné. Pourquoi a-t-il été emprisonné? On ne sait même pas, on ne le sait pas. Bon, il y a le secret de l'instruction, et il n'y a pas de souci, mais pour le commun des mortels, on ne sait même pas les motifs. Le blocage continue. Le déni, la fermeture médiatique au pays politique continue. La dictature continue. La répression continue.
On ne sait pas c'est qui on. Les avocats, la famille, tout le monde. Comment? Quand vous dites on ne sait pas, c'est qui on? C'est les avocats, c'est sa famille, c'est le public, c'est qui? Je parle du public. L'article 11, quand on dit s'ils sont dans le respect des lois, l'article 11 autorise le parquet, tout le parquet à communiquer. Est-ce que le parquet a communiqué? C'est dire le mépris qui continue. Moi, je suis avocat, je suis un peu au courant des charges des accusations retenues contre Malik Riahi et ceux qui ont été dernièrement emprisonnés. Ok, il n'y a pas de problème, c'est parce que je suis avocat. Mais est-ce que le public, est-ce que l'opinion publique est au courant des faits et des accusations? Merci Majid, restez avec nous. Majid, nous allons écouter, puisque Majid a parlé du déni, on va écouter le président de la République, Abdel Majid. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن. ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب. النائب ولا العضو ولا الشمال داخل قبة البرلمان فقط. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانه في بعض الامور. صحيح. انت الوظيفه تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد Hirosh, donc Tebboune qui dit clairement que les détenus d'opinion, c'est un mensonge. Voilà. Du coup, Hassan Hirosh, justement, d'un côté, nous avons des ONG, des institutions internationales qui dressent à chaque fois des bilans aussi accablants que celui d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous avons à Alger un gouvernement, un pouvoir qui ne veut pas accepter justement ces critiques, qui les rejette clairement, qui dit pire, il dit que tout va bien en Algérie, que nous respectons les droits de l'homme. Vous savez, Hossein, je ne connais pas un seul pays qui respecte les recommandations des organismes divers de l'ONU sur les droits de l'homme, les droits culturels, les droits des peuples, ainsi de suite. Je ne connais pas un seul. On a vu, même dans les démocraties, quand des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis violent de façon flagrante les droits dans un certain nombre de pays. On le voit en Palestine, on l'a vu en Irak, on l'a vu pendant des décennies en Afrique du Sud, etc. Malheureusement, le système onusien tel qu'il a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été conçu comme étant un regroupement des États. Et donc, ce sont les États qui y défendent leurs intérêts, y défendent leur politique, y défendent évidemment leur système. Et donc, lors même qu'un certain nombre d'experts, évidemment, essayent d'échapper ou réussissent à échapper donc, aux contingences des États, aux pressions des États, et donc arrivent à dénoncer les violations de toutes sortes dans ces États-là. Même dans ces cas-là, évidemment, les États font la sourde oreille ou carrément menacent. On a vu comment les États-Unis menacent la CPI, menacent les juges de la CPI parce que cette CPI a condamné Netanyahou. Alors que précédemment, elle a applaudi la même CPI parce qu'elle avait condamné Poutine. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à géométrie variable, tout ça, c'est beaucoup d'hypocrisie, tout ça, c'est, comment dire, un système de régulation à la fois sociale, à la fois juridique, régulation des rapports d'État, des rapports sociaux, des rapports internationaux, ainsi de suite. Et donc, il nous appartient de faire pression à la manière qu'il faut. Il faut qu'on trouve un moyen de nous faire entendre par les dirigeants de l'État algérien pour que les droits
soient respectés à minima, les droits syndicaux, les droits de la presse, les droits culturels, les droits linguistiques, ainsi de suite. Donc les droits fondamentaux pour lesquels se sont battus nos parents, nos grands-parents, que cela soit respecté et que même les droits prévus dans les constitutions algériennes soient respectés. Donc moi personnellement, je n'ai aucune espèce de, de naïveté par rapport à ce qui se dit dans les salons des organismes de l'ONU, quels qu'ils soient, parce que tout simplement, les pays censés protéger justement ces organismes sont les premiers à les malmener, sont les premiers à violer justement les recommandations émises par les experts de cette organisation onusienne. Donc, Houssine, ce n'est pas pour être pessimiste que je dis cela, c'est pour un minimum de réalisme. Moi, j'ai vécu ça depuis au moins les années 80, depuis avril 80, et il y a eu beaucoup, évidemment, d'écoute des associations qui ont déposé des rapports, qui ont pris contact avec un certain nombre d'experts, même avec des députés qui se sont battus avec nous, ainsi de suite. Je crois que si il n'y a pas une volonté politique à l'intérieur du pays, et s'il n'y a pas un rapport de force en faveur des droits de l'homme, s'il n'y a pas de réformateurs sérieux à l'intérieur du système, si on ne veut pas aboutir à une Algérie qui respecte ses citoyens, et ben malheureusement, toutes ces gesticulations ne seront que des épées dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau, et nous avons encore du pain sur la planche. Bien évidemment, ce n'est pas inutile de faire le travail qui a été fait. Je tire chapeau aux militants qui continuent de prendre la relève et qui se battent et qui font des rapports précis sur les violations des droits de l'homme dans tous les domaines. Ça vient d'être dit par mon prédécesseur, et aussi bien les violences concernant les partis politiques, les syndicats, les journalistes, les militants en tout genre. Nous avons vu comment il y a eu un recul depuis l'arrivée de Gaïd Salah comme chef d'état-major, et malheureusement, les dirigeants qui sont venus après lui n'ont pas redressé la barre, ils ont laissé filer justement les actes répressifs qui ont été mis au jour par ce général défunt, Allah yarhamou, pour respecter sa mémoire quand même si personnellement j'ai du mal à respecter les défunts dictateurs. Merci Hassan Herj, restez avec nous. Majid Hachour, nous allons écouter, puisque Hassan parlait justement des décideurs et de ministres de la Justice. On rappelle toute cette phrase de Gaïd Salah, justement, ministre de la Justice Zormati, il faut aller jusqu'au bout. Écoutons Boujmaat. والشيء اللي موجود في الملفات يا جماعه مش هو الكلام اللي قاعد يقولوا فيه اللي تسمعوا فيه انتم. كي تشوف انت في الفيسبوك قول ما قال والو مسكين هذا يدخلوا الحبس. روح اجبد التليفون تاعو واش قاعد يدير مع من يتواصل واش قاعد يقول واش قاعد يهدر. وانا نقول لكم بكل صراحه الدوله الجزائريه يا جماعه ما تتبناش بالسب والشتم. راكم تتفقوا معايا. وما تتبناش بالقذف وما تتبناش بمؤسسة الدولة. الناس أعراضها تمس في الفيسبوك والسب والقذف والإهانة والصور والله ما نتسامح فيها. سأشهر سيف القانون وسيكون حادا في هذه المسائل. مجيد سيف القانون c'était Lotfi Boujma, le ministre de la Justice. Curieuse compréhension de la loi.
mais il est vrai que nous sommes à une époque où n'importe qui fait n'importe quoi et dit n'importe quoi et gère n'importe quoi et n'importe où. La loi n'est pas une épée. La loi est régulatrice. Elle gère les conflits entre les citoyens. Elle gère les conflits entre les citoyens et les institutions. La loi est régulatrice. Sa philosophie, vous m'entendez, le Houssine? Oui, Allô? très bien. Sa philosophie, la philosophie du droit et l'obéissance. Obéissance du fait que la loi est l'émanation de la volonté populaire. Cette émanation de la volonté populaire fait et construit une même magique. Cette même magique fait que tout le monde obéit à la loi. Parce que tout le monde, dès le moment que tout le monde est égal face à la loi. On n'est pas à l'ère de l'Hajjaj, du royaume Amawite ou Abbasside. On n'est pas à l'ère du royaume ottoman ou à l'ère des nuits coloniales qu'on aurait aimé oublier. Non, monsieur, la loi n'est pas l'épée. Elle n'est ni épée de Damoclès. Non, monsieur. Quant à la critique, je m'adresse à eux, vous l'assimilez à de l'insulte, à de la... Non. Critiquer n'est pas insulter. ما رانيش نسب فيك راني نفيق فيك ما رانيش نطيحها بك حاشا راني نقول لك وقف باسكو توقف البلاد توقف مانيش نشتم فيك حاشا ولي دخلوا الحبس ما دخلوش السب والشتم باسكو لو كان يدخلوا السب والشتم ما تكونش leur peine n'aurait pas été de 5 ans, de 8 ans, de 4 ans, de 3 ans, d'une année. On a affaire à des peines politiques, face à des faits politiques. Vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques. Ok, soit. Mais vous êtes-vous rapproché des avocats des détenus d'opinion? Avez-vous un seul moment pensé à jeter un coup d'œil sur les dossiers en tant que tutelle hiérarchique? Avez-vous dénié? Merci Majid. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Hassan Haouch, merci. Merci à vous toutes et à tous. On dit que voilà, le temps de l'émission est terminé. Merci. À demain, Inch'Allah.